Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir eu le courage, en fin de conférence, de venir à mon talk, dont le titre a l'air très compliqué, très technique. Alors, je vous rassure, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que vous l'imaginez. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, ce qu'on va voir ensemble, en fait, c'est assez simple. On va comprendre les GC. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? On va quand même commencer par définir. Les GC, c'est les Garbage Collector, qui en français, on dit ramasse-miettes, mais il n'y a personne qui utilise ce mot-là. Tout le monde dit GC. Et pire, ce sera en Java. On fera des petites digressions sur les autres langages qui utilisent des GC, mais pour plus tard. Qui je suis? Enchanté, moi je m'appelle Antoine Dessaigne, je suis architecte logiciel. Je travaille chez Axway. En fait, c'est un éditeur de logiciels. Et on vient de racheter, il y a quelques temps déjà, Sopra Banking, et maintenant on s'appelle 74 Software. Donc c'est un éditeur français de logiciels, 4800 employés sur toute la planète, dont moi. Déjà, on va commencer par les bases. À quoi sert un GC? Un GC, en fait, ça va gérer la mémoire à notre place. Et qu'est-ce qu'on entend par ça, gérer la mémoire à notre place? Ça va s'occuper de l'allocation de la mémoire, c'est une partie qu'on oublie souvent, et ça va aussi s'occuper de la partie libération de la mémoire. Ça, on l'a tous en tête. Mais pourquoi on voudrait faire ça? Pourquoi on ne voudrait pas avoir à le faire nous-mêmes? Pourquoi on s'est dit, oh, ce serait quand même bien d'avoir des GC? En fait, c'est pour éviter les memory leaks, c'est-à-dire oublier de libérer la mémoire, continuer d'utiliser un truc, on utilise toute la mémoire, on ne s'en sert plus, c'est juste là, et pouf, on crache. L'autre chose qui est aussi assez important, c'est d'éviter d'écrire au mauvais endroit, c'est-à-dire libérer de la mémoire pour dire non mais là c'est bon, je ne l'utilise plus, mais en fait si, et il y en a d'autres qui continuent de l'utiliser comme si c'était toujours là. C'est pas génial. Donc ensemble, on va aller voir la mémoire dans Java. On va imaginer que ça, c'est la mémoire dans Java. Là, vous avez vos flags que vous mettez, qui parlent peut-être à certaines personnes. Le XMS pour mettre la taille minimum. Personne ne sait ce que veut dire cet acronyme, mais on sait que c'est la taille minimum. XMX, c'est la taille maximum. Pareil, personne ne sait ce que c'est. Ça, on appelle ça la heap. Donc c'est le tas en français. Personne n'utilise le mot français. À côté de ça, je dois vous annoncer que ce n'est pas toute la mémoire de Java. Il y a la stack qui est à côté. Là, ça va être tous les... où vont être stockées toutes les variables de tous vos threads. Toutes les variables locales de tous les appels méthodes de vos threads sont stockées là. C'est une pile, stack en anglais. C'est facile de gérer la mémoire. Voilà. Et si vous croyez qu'on a fait le tour de la mémoire en Java, pas du tout. L'autre bout, c'est le off-heap, hors heap. C'est là où Netty va faire toute sa magie pour avoir des performances. Mais du coup, quand vous pensez mettre votre XMX pour setter la taille maximum de la mémoire de votre process, pas du tout en fait. Vous settez juste la taille de la partie du milieu. Il faut avoir ça en tête. Et les GC, eux, ils travaillent là. Alors pour comprendre comment ils travaillent, on va revenir au commencement. Et quand je dis commencement, je dis vraiment commencement. C'était il y a 30 ans, en 96. Alors je ne veux pas savoir combien n'étaient pas nés, ça me fera mal. De base, Java, c'était prévu pour l'électronique grand public. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Des mots qu'on utilise toujours, genre télévision, des mots qu'on n'utilise plus comme caméscope, magnétoscope. De base, Java, c'était prévu pour être utilisé là-dedans. Ce n'était pas du tout prévu pour faire des serveurs web qui font du REST, etc. Non, non, non. Et pour mettre un peu dans le contexte de l'époque, je vous propose qu'on voit ensemble un ordinateur en 1996. Déjà, c'est un petit processeur, pas très rapide. Quant à la mémoire, oui, je ne me suis pas trompé d'unité. C'était 8 à 16 mégaoctets de mémoire sur tout l'ordinateur. 32 si vous y étiez très riche. Essayez de tourner maintenant avec ça n'importe quelle application. Bon courage. Le stockage, pareil, 500 à 1 giga 2, yes. Et c'était dans ce joli gris-beige passionnant. Bref, on revient à notre mémoire. Donc la mémoire. Donc Java, quand on va lui demander des objets, il va les allouer, il va en mettre un, il va en rajouter un autre.
Puis des fois, on va allouer des gros objets, donc il va prendre plus de place, et puis on va remplir les objets, ainsi de suite. Voilà, dans la mémoire, à la queue leu-leu, les uns à la suite des autres. Puis là, on arrive à la fin, et on va se dire, ça y est, maintenant on nettoie. Mais il y a une petite question. Comment on sait si un objet il est utilisé ou pas? Je veux dire, comment le programme il est capable de le savoir? Parce que pour pouvoir l'effacer, c'est important de savoir ce qu'il faut effacer, ce qu'il faut garder. Donc pour faire ça, Java, l'approche qu'ils ont prise, c'est de dire on va parcourir l'arbre des objets, tac, 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 donc chaque référence, on va suivre chaque référence, et on ne va pas partir de n'importe où. On va partir de ce qu'on appelle les GC roots, donc des racines, d'où l'arbre, etc. Et là, il y a deux types de routes. Il y a les stacks, donc tous vos champs locaux, et les attributs statiques des classes, parce qu'il ne faut pas perdre les références qu'ils auraient, etc. Donc ça, c'est l'approche de Java. Par exemple, Python, eux, ils vont compter le nombre de références qu'il y a, qui pointent. Ça a un inconvénient, c'est que s'il y a deux objets qui se pointent eux-mêmes, et qui ne sont plus utilisés, ils ont quand même leur compteur de référence qui est à 1. Tandis qu'en partant des GC routes, s'il y a une boucle quelque part qui ne sert plus, elle disparaît toute seule. C'est après assez simple, hein. Tout ce qui est marqué est utilisé, et tout ce qui est plus marqué n'est plus utilisé. Voilà. Donc on va faire ça. Donc on a notre mémoire de tout à l'heure, on efface tout, on dit plus rien n'est utilisé, et puis on va commencer à parcourir la mémoire, pour dire ça c'est utilisé, ça c'est utilisé, ça c'est utilisé. Hop, on a fini. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? On efface. On va aller mettre des zéros un peu partout. Toc, 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 toc. Et voilà, ça c'était le GC de Java. Ça marche, c'est pas mal. Ça marchait bien quand on avait de 8 à 16 mégas de mémoire, mais en fait, il y a des défauts. Il y a deux défauts importants. Le premier, c'est que c'est un peu lent, et le deuxième, c'est que ça ne vous aura pas échappé, ça fait des trous, ça fait du gruyère. Et le problème, c'est que si on n'a pas de chance, dans notre gruyère, à force, bien qu'on ait la place libre, comme il n'y a pas la place libre d'affilée, on ne va rien pouvoir ranger dedans, et l'appli, elle crache. Du coup, là, ils se sont dit, quand même, ce serait bien, comment on pourrait aller plus vite, quoi? Parce que si c'est lent déjà sur des hips à 8 mégas, ce serait bien d'avoir des idées. Et donc l'idée, ça a été de dire, et si on n'était pas obligé de parcourir tous les objets à chaque fois? C'est là qu'arrive un gros mot qu'on appelle l'hypothèse générationnelle. Voilà. On aime bien dire ça, ça fait un mot sérieux. En fait, c'est tout bête. Soit les objets, ils vont mourir très rapidement, c'est un truc de traitement, pouf, on a créé un objet, la méthode d'après, pouf, c'est oublié. Soit ils sont là pour longtemps, voire toujours, vos singletons, vos caches, etc. Donc en gros, c'est de se dire, les objets de catégorie, soit ils meurent rapidement, soit ils meurent lentement, soit ils sont là pour toujours. Cette idée, ça a été apparu 2 ans plus tard, pour Java 2, dans un GC qui existe toujours, qui aura été renommé, qui s'appelle maintenant Serial GC. Au début, il n'avait pas de nom parce que c'était le seul, et c'est Serial GC. Donc on va voir comment il fonctionne. Donc Serial GC, la première chose qui se dit, c'est on va créer un Eden. L'Eden, c'est l'endroit où on va créer les objets. Jardin d'Éden, c'était bien nommé. Ensuite, il y a des zones qui vont appeler de Survivor. Alors, ça, c'est une sorte de tampon. On verra ça après, ne vous inquiétez pas. Ce bout-là, ça s'appelle la Young, c'est-à-dire la mémoire jeune, où on espère que tous nos objets qui vont mourir rapidement vont le faire dans cette partie. Et puis du coup, il y a l'autre partie, la Old, qui s'appelle aussi Tenured des fois, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé d'appeler 2 noms. C'est la vieille mémoire. Et donc, on va le dérouler, l'algo, pour comprendre comment il marche. Donc, on a nos zones, on alloue dans l'Eden, ça vous savez. Et puis, on ne change pas une équipe qui gagne, on marque tout ce qu'il ne faut pas. Et alors là, il va se passer un truc. Plutôt que d'effacer la mémoire, on va copier les objets qu'on utilise toujours dans la partie Survivor. Donc moi, j'ai fait une petite animation parce que c'est plus clair, mais en vrai, c'est copier. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'en fait, l'Eden, après, on peut l'effacer d'une traite, d'un coup, un gros bloc de mémoire, tranquillement, disparaître. Au passage, on a vu, on a augmenté un petit compteur
qui est un petit compteur qu'on va tenir à jour sur le nombre de fois qu'on est passé dans un Survivor. Et quand on a fait entre 10 et 15 cycles de Survivor, on va être considéré comme vieux, et on va aller dans la partie Old. Et donc si on redéroule encore tout ça, hop, on s'arrive, même principe, on décale tout ce qu'on utilise toujours, on augmente les compteurs, et on efface tout d'un coup. C'est super efficace. Si je recommence, on remarque, et là, alors moi, pour une simplicité, je ne vais pas attendre 15 boucles dans Survivor. Pour vous montrer le principe, j'ai décidé qu'à 2, on passait de l'autre côté. On devenait Old à 2. Donc, on va se décaler dans Old. On va pas se décaler, on va être copié dans Old. Là, du coup, le compteur, il ne sert plus, puisque c'était juste pour compter l'âge entre les Survivors. On s'occupe du reste, et on efface tout. Et ainsi de suite. Et encore, et encore, et encore, et encore. Donc ça a des avantages, c'est qu'en fait, on ne va pas scanner toute la mémoire à chaque fois, on va juste scanner la partie Young. Ça fait une plus petite zone. C'est cool. Mais des fois, on se retrouve dans des cas comme ça. Donc on dit, on va scanner la Young pour savoir les références, ce qui est utilisé, ce qui est plus utilisé. Mais la Old, il arrive que la Old ait des références vers la Young. Je ne sais pas, vous venez de créer un nouvel objet, vous venez de le mettre dans le cache. Il y a bien un objet Old, votre cache, qui est une référence vers un truc récent. Il ne faut pas l'effacer, ce serait dommage. Et donc du coup, il faut les garder. Comment on fait ça? En évitant de se taper toute la mémoire. Eh bien, on fait ça en ayant ce qu'on appelle une card table. C'est en gros un truc assez simple. Pour chaque zone de hold, on va assigner un bit sur un champ de bits qui est assez long. Et à chaque fois qu'on va avoir un objet qui référence, on va mettre ce bit à 1 en disant « il faudra que tu ailles regarder là-bas parce qu'il y a des objets qui pointent vers le Young ». Ça permet de restreindre la partie qu'il faut traiter. Bref, comme ça on sait que c'est utilisé, on le déplace, on déplace tout, on fait les machins. Et des fois, malheureusement, comme vous pouvez le voir là, Serial, il n'y a plus de place dans les Survivors. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu nul, mais il n'a pas le choix. Les objets qui étaient tout nouveaux, tout neufs, il les mettait dans le hold. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter. Dans le hold, le but du jeu, c'est d'avoir des vieux objets qui sont là pour toujours, pour éviter de faire du nettoyage pour rien. Bref. Quand la mémoire est pleine, et qu'il faut nettoyer, c'est là qu'il va faire un full GC. Donc on marque tout, là on prend du temps. Dans le hold, dans le new, on commence toujours à faire comme d'habitude, on s'occupe du Young, on copie les objets, on efface tout, et là on va faire un truc de magie. On va compacter, pour éviter de faire du gruyère. Et pourquoi maintenant on peut faire ça? Eh bien parce qu'on sait changer les références, vu qu'on passe notre temps à déplacer les objets entre l'Eden, le Survivor, etc. On sait changer des références. Maintenant qu'on sait changer des références, on peut compresser tout ça. C'est beaucoup plus simple. Alors, si on fait le bilan, Serial GC, il faut savoir, il a donc été créé en Java 1.2 et il est toujours utilisé et maintenu. J'insiste sur le maintenu. Dans les dernières versions, il y a des mises à jour du Serial GC. C'est un GC qu'on appelle Stop the World, c'est-à-dire que pendant que lui il va travailler, pendant qu'il va faire des copies d'objets, nettoyage, l'application, elle ne tourne pas. Il n'y a qu'un seul thread qui travaille, parce qu'en 98, ça venait à l'idée de personne qu'on ait plus d'un cœur dans un CPU. Donc un seul thread qui travaille. C'est le GC qui a le moins d'overhead. Il a besoin de le moins de ressources pour travailler. Et d'ailleurs, c'est celui qui est par défaut si vous avez moins de 2 Go de RAM associés ou moins de 2 CPU. C'est typiquement ce que vous allez retrouver sur un microservice. Quelque chose de tout petit, ce sera celui-là qui sera le plus rapide. Bon, alors vous doutez bien, un seul thread, on ne va pas très loin. Donc on a créé un autre, de manière intelligente, on l'a appelé Parallel GC, parce qu'il va faire les choses parallèles. Quand même un peu plus tard, en 2004, pareil, il y en a peut-être qui n'étaient pas nés. C'est simple, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est la même chose mais en parallèle. Voilà, mais c'est vraiment la même chose, la même chose. Par contre, il y a plus d'overhead.
Ben ouais, parce que maintenant, il faut que les threads ils se mettent d'accord. Ok, toi, tu vas déplacer tel objet, le mettre là-bas, moi, je vais faire ça, et il faut qu'ils se mettent d'accord. Ce qu'il n'y avait pas besoin quand il n'y avait qu'un thread qui faisait le travail, il avait besoin de se mettre d'accord avec personne d'autre. Là, c'est un peu plus d'overhead. Par contre, c'est le GC qui a le plus de throughput. Alors pareil, c'est un mot anglais, je ne sais pas comment on le dirait en français. On utilise throughput. En gros, l'idée, c'est de se dire, si le process il va tourner 1 minute, eh ben, il va passer 95% de cette minute dans l'application et il va passer 5% de cette minute dans le GC. Et donc c'est ça qu'on mesure, c'est en fait le temps réel de l'application qui va tourner sur un laps de temps. C'est ça le throughput. Donc le GC, il est toujours stop the world, parce que c'est la même chose. Le problème, c'est qu'entre-temps, la mémoire, elle a augmenté en taille, ce qu'on trouvait. Et du coup, on peut se retrouver à faire des pauses de plusieurs secondes. Alors, je ne sais pas vous, mais quand vous voulez cliquer sur un bouton et faire un truc et qu'il faut attendre 2, 3, 4 secondes pour avoir la réponse, ce n'est pas idéal. Par contre, il existe toujours, parce qu'il y a des cas où, en fait, ce qui est intéressant, c'est le throughput. C'est ça qui est intéressant. Typiquement, ça va être pour faire du traitement de données, des batchs. Vous avez un process qui va aller consommer une file Kafka, faire du traitement, repousser dans un autre topic Kafka, etc. Là, c'est le cas typique pour le parallèle GC. Vous voulez le truc qui envoie, quitte à ce qu'il fasse 2 minutes, il fasse 5 secondes de pause, des fois, dans le pire des cas. Bon, et après on s'est dit, et la latence, parce que c'est bien beau, mais bloquer un moment, ça fait suer. Donc, on a fait des essais. Le premier est très raté, au point que vous en entendrez jamais parler. Il a été ajouté en 1.3, déprécié en 1.4 et supprimé en 6. En fait, l'idée, c'était de mettre un timeout, de dire, après tant de temps, j'arrête, je rends la main à l'application. Ça paraît une bonne idée comme ça. Sauf que, imaginez le cas, vous remplissez votre mémoire, vous travaillez, et là vous dites, bon allez, j'ai 2 secondes, ou 2 secondes, je vais nettoyer le truc, et après 2 secondes, je m'arrête. Mais là, vous prenez par exemple 1 seconde 8 à analyser ce qu'il faut garder et supprimer. Ça vous laisse 200 millisecondes pour tout effacer, ce que vous pouvez, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous arrêtez, l'appli elle retourne un petit peu, et elle a fait, ah bah j'ai plus de mémoire. Bon bah repose. Je me pose, je passe 1 seconde 8 à tout analyser pour libérer rien du tout. C'est pour ça que lui, très rapidement, il a sauté. Mais on l'a tenté. Il y a un essai, celui-là, il y a peut-être des gens qui l'ont connu, le CMS, le Concurrent Mark Sweep. Donc lui, c'est un nouveau mot-clé qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent. À présent, on avait vu parallèle, donc qui travaille sur plusieurs threads. Concurrente, ça veut dire que le GC travaille en même temps que l'application. Il ne va pas mettre en pause l'application pour travailler. Donc lui, il va faire en gros le GC de Java 1, mais en concurrence. Et donc il va avoir le même défaut, il va faire du gruyère. Et le gruyère, on n'en veut pas, parce qu'on se retrouve bloqué rapidement. L'essai réussi, ça a été G1GC en Java 7, tellement réussi que c'est celui par défaut à partir de Java 9. Donc si vous n'avez rien choisi, c'est celui-là qui va être pris. Donc c'est probablement celui que vous utilisez. Voilà comment il fonctionne, lui. Lui, il s'est dit, le coup des Eden, Young, tout ça, c'est une bonne idée, mais je vais aller un peu plus loin. Je vais découper la mémoire en régions. Alors moi, là, j'en ai fait quelques-unes. En vrai, des régions, il y en a entre 2048 et 4096. Et dans ces régions, il va dire, je vais avoir des Eden, ben ça, ça et ça, c'est mes Eden. Je vais avoir des survivors, je vais les stocker là, là et là, des hold. Mais du coup, si on divise la mémoire en 4096, ça fait des régions qui ne sont pas très très grandes. Et des fois, il arrive qu'il y ait des gros objets. Et donc pour ça, il y a une nouvelle catégorie qui est créée, qui s'appelle Humongous, où on va stocker les objets qui sont suffisamment gros, ceux qu'en fait on ne veut jamais copier, parce qu'ils sont tellement gros que les copier, ce n'est pas intéressant. Et des fois, ils sont tellement gros qu'ils prennent plusieurs régions. Genre, vous avez un gros byte array d'affilée, et il va se mettre sur plusieurs régions. Et on va voir comment il fonctionne. On va faire comme l'autre. On va faire d'abord une collection de tout ce qui est la partie Young. Donc, pareil, j'ai déplacé pour faire visuel, mais en vrai, c'est copier et effacer. Donc, on va prendre
tout ce qui est de l'Eden, on va le transformer en du Survivor. Ensuite, on va prendre tout ce qui est Survivor et on va l'analyser. Alors il y a certains Survivors qui vont se transformer en Old, parce qu'ils ont fait leur cycle de Survivor suffisant. Il y en a d'autres qui vont rester en Survivor. Et puis après, on va faire la même chose, mais si le GC décide qu'il faut faire sur le Hold, sur certaines des régions, il va faire sur le Hold la même chose. Et puis après, eh ben on continue, on recrée des nouvelles régions d'Eden, etc. Et là, on va aller voir deux trucs importants. On va aller se promener dans une région en particulier. Donc dans une région, on va créer des objets. C'est beau, c'est magnifique. Mais ces objets, en fait, ils ont des références. Il y a forcément d'autres qui pointent dessus parce qu'ils sont là pour une raison, quoi. Il y a ceux qui viennent de l'Eden et des Survivors. Ceux-là, on s'en moque un peu parce que de toute façon, on va les processer à chaque fois. Eden et Survivor, on va s'en processer à chaque fois. Par contre, ceux qui viennent du Hold, on ne veut pas tout analyser à chaque fois parce que ce serait chiant, ça prendrait beaucoup de temps. Et donc on va enregistrer dans un Remember Set la liste des régions qui nous pointent. Mais même plus précis, on va utiliser la zone de la région qui nous pointe pour essayer de parcourir le moins d'objets possible. Et toutes les améliorations de performance de G1GC ont été faites en gros sur la gestion de ces références cross-régions pour les traiter le plus rapidement. Et dedans, il y a un petit bonhomme qui est là, qui regarde, et qui regarde le taux de GC, le taux de garbage, le taux d'objets qui ne sont plus utilisés. Donc il commence par les régions qui ont le plus de déchets, d'où son nom, Garbage First, G1. Comme ça, on copie le moins d'objets, on récupère le plus de données à chaque fois. On copie les objets, il est partiellement stop the world, on l'a vu, il s'arrête au bout de 200 millisecondes, par défaut, configuré. C'est ce qu'on appelle le GC généraliste. Mais si on revient sur la latence, parce qu'on a dit, on a une pause de 200 millisecondes maximum. Mais comme partout, il y a des petites conditions. Des fois, il peut se retrouver à faire un full GC. Et là, il va faire toute la mémoire. Typiquement, il y a plusieurs cas. Quand il n'y a plus d'espace pour faire un humongous d'affilée, on est obligé de tout compacter, on va se taper tout. On ne peut pas déplacer et il n'y a plus de région vide. Tout ça, voilà. Donc on va faire un full GC. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a une deuxième petite astérisque. Cette pause, elle est par JVM. Maintenant, avec nos architectures microservices, on va avoir un GC, un microservice qui va faire son GC, et puis il va appeler un autre microservice, ça se trouve celui-là, il va faire son GC, et etc., etc. Alors on est d'accord, c'est la poisse que nos microservices se mettent à faire des GC en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de les monitorer, les GC, pour savoir si ça arrive, ce genre de cas. Mais ça arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour corriger ça? On a créé les ultra low latency. Ouais. Alors pourquoi on l'appelle ultra low? Parce que réellement, les pauses sont en dessous de la milliseconde, voire maintenant en dessous de 0,1 milliseconde. Autant dire, c'est pas là votre problème de GC. Dans ce cas-là, tout est fait en concurrence. C'est-à-dire qu'il va aller nettoyer, tout faire en concurrence avec vous. Par contre, ça a un petit défaut. Ça a un overhead qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que, certes, vous allez gagner en latence, mais vous allez peut-être consommer 25% de CPU ou 30% de mémoire en RAP. Après, ça dépend ce qu'on veut. Si ce qui est important, c'est de répondre comme ça, c'est un trade-off qu'on est prêt à faire. Il y en a deux. Il y a ZGC et Shenandoah, qui ont été créés, le premier par Oracle, le deuxième par Red Hat. On garde les bonnes idées, c'est générationnel avec des régions. Et vous allez voir, c'est rigolo comment ils arrivent à faire en parallèle. L'idée de ZGC, c'est de se dire, on va stocker dans les régions les informations sur nos objets. Donc on va stocker dans les références, on va mettre l'adresse de notre objet. Ça, c'est quand vous avez une référence, quand, je sais pas, vous avez cache, my cache.
Voilà, le mycache, c'est une référence. Dans cette référence, ils vont stocker l'adresse en un peu moins que ce qui est possible, en 44 bits. Ils vont stocker un flag finalizer, bon, on s'en tape. Ils vont stocker un flag qui dit l'adresse que tu as là, elle est bonne. Et après, vous vous doutez bien que si je vous dis l'adresse que tu as là, elle est bonne, c'est-à-dire qu'il y a des cas où l'adresse que tu as là, elle n'est pas bonne. Et ça, c'est les deux flags marks qui sont là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il va prendre la référence, au moment où il va la lire, il va rajouter un petit bout de code qui fait « Ok, si le flag est là, qu'il faut que j'aille la lire ailleurs, je vais aller chercher dans une table de correspondance ma vraie adresse et je vais aller lire à la bonne adresse. » Puis bon, il y a des bouts, on s'en tape. ZGC, il a la particularité d'être en autotune. Il n'y a genre aucun paramètre. Vous le setez et puis autotune. Un des avantages, c'est que le thread, il peut mettre à jour sa référence. Bah oui, vu. Il a vu que l'adresse qu'il avait qui n'était pas bonne, il va la chercher dans une table, il peut la réécrire sur sa référence à lui, et puis continuer tranquille. Il a quand même deux petits inconvénients. Il a des pointeurs qui font obligatoirement 64. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, les pointeurs ils peuvent être plus petits si vous avez moins de 32 Go de mémoire qui est associée à votre process. Là, c'est forcément 64. Et lui, il va nettoyer à une certaine vitesse. Et si on crée plus vite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir vos threads de création jusqu'à rattraper le retard. Donc il faut lui laisser une marge de CPU assez importante et une marge mémoire assez importante pour qu'il ait le temps de rattraper vos pics, etc. Shenandoah, eux, ils ont eu une autre idée. Ils ont dit, on va stocker les informations dans l'entête d'un objet. Donc un objet, quand il est stocké en mémoire, il y a des infos dessus, en RAB. Il n'y a pas que vos champs à l'intérieur. Il y a le type de classe. Alors eux, ils le mettent avec un grand K. Hein. Je n'ai pas fait une faute. C'est pour dire le pointeur de la classe de l'objet. Et puis après, il y a des flags. Et là, des tags. Et le tag qui nous intéresse, c'est le dernier tag qui est fait pour dire, lui, il va passer au GC. Donc, ça, c'est utilisé pour toutes vos références actuellement. Ensuite, si on continue, on déroule, il y a l'âge, dont je vous disais tout à l'heure, vous savez, on peut passer d'un survivor entre 10 et 15. Pourquoi on ne peut pas dépasser 15? Parce qu'on utilise 4 bits pour le stocker, et que on ne peut pas utiliser plus. Et après, il y a le identity hashcode, un truc que personne ne sert, c'est system.identity hashcode, voilà, vous aurez ça. Voilà. Ce que va faire Shenandoah, c'est que quand le flag il dit c'est pour le GC, il va remplacer toutes les informations de gauche par la nouvelle adresse de l'objet. Ce qui fait que quand on va lire notre référence, on va voir et on va directement aller à la nouvelle adresse. L'avantage de ce GC, c'est qu'il n'a pas de mise à jour de référence, on met juste à jour l'objet, ni de table de correspondance. C'est très configurable. Alors celui-là, l'autre était en autotune. Là, c'est genre, vous avez 70 paramètres que vous pouvez régler à votre bonheur. Deux ambiances. Les inconvénients, contrairement à l'autre, il est obligé d'avoir tout mis à jour avant de pouvoir réutiliser la mémoire, ce qui est un peu pénible. Et il va faire des allocation stall, voire des full GC s'il se retrouve bloqué. Bon, maintenant vous êtes là pour... maintenant qu'on a vu le tour, c'est ça le slide qui vous intéresse. Quel GC choisir? Si vous voulez le moins d'overhead, c'est-à-dire le plus efficace, c'est Serial GC, ne vous embêtez pas. Moi, les GC, je vous conseille toujours de les utiliser sans aller les configurer plus que ça. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Genre vraiment, vous mettez le GC et puis vous l'oubliez. Parce que ce que vous avez créé, ce que vous avez configuré à un moment donné, ce qui était vrai pour votre application à un moment donné, ne sera pas forcément vrai 1 an après, 2 ans après, et vous vous retrouvez avec des flags. Personne ne sait pourquoi on a configuré le GC comme ça, mais on laisse comme ça parce qu'à un moment donné, il y a un archi qui a dit qu'il fallait mettre ce flag-là et personne ne sait pourquoi. Donc laissez-les par défaut, ils sont bien. Si vous voulez le plus de throughput, c'est-à-dire que ça envoie du pâté, là c'est parallèle GC. Si vous voulez le moins de latence, là c'est ZGC Shenandoah. Et si vous voulez un peu de tout ça,
eh ben, c'est G1GC. Mais il faut que je vous le dise. Il y en a un autre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle EpsilonGC. Il a sa manière à lui de travailler. Donc je vais vous le montrer. Donc on crée les objets, ça vous avez l'habitude. On les rajoute, on les rajoute. Et qu'est-ce qui se passe quand la mémoire est pleine? Il crache. Donc en fait, ce GC, il va faire aucun nettoyage. Il va juste allouer et dire « c'est tout, j'ai fini mon travail ». Mais en fait, il y a des use cases où c'est utile. C'est utile pour tous les process à très courte durée de vie. Vous pouvez en avoir, vous pouvez avoir une CLI, vous pouvez avoir des trucs qui vont tourner pour 1 seconde et demie. Ça ne sert à rien de s'embêter à avoir un GC qui va essayer de libérer de la mémoire si 200 millisecondes après, de toute façon on efface tout. C'est utile pour les serverless, du coup, et aussi pour les micro-benchmarks. Si on ne veut pas avoir la valeur qui est perturbée par le GC pour avoir un peu plus de cohérence, par contre il faut bootstrapper une JVM par test, parce que sinon ça ne marche pas. Bon, voilà, on a vu Java, mais du coup il y a aussi d'autres variantes de Java. C'est la mode, on va faire du natif, on va pré-compiler. On a besoin d'un GC dans ce cas-là, et c'est les mêmes. En fait, ils ont compilé les GC, ils viennent. Et bien en fait, avec Quarkus, on a le choix entre Serial GC et Epsilon GC en natif. Et c'est tout. Donc vraiment, quand vous allez, je vais aller en natif pour gagner des performances, faites attention. C'est vrai sur des process à courte durée de vie, mais si c'est un peu plus long, c'est un peu moins vrai. Avec GraalVM, on a les mêmes, mais si vous payez la version Enterprise, vous pouvez avoir G1. Alors, on ne va pas se mentir, GraalVM, Oracle, à un moment donné dans le futur, il y aura ZGC qui sera disponible aussi en natif. Quarkus, Red Hat, on ne va pas se mentir, à un moment donné dans le futur, il y aura du Shenandoah ou du G1GC aussi en Quarkus. Du coup, quoi faire pour améliorer les perfs? Parce que c'est bien beau de m'écouter parler des GC, mais ce qu'on veut, c'est améliorer les perfs. Ce qu'on va faire lundi en disant « ouais, j'ai gagné des performances sur l'application ». La première chose, c'est choisir le GC adapté à son besoin, pas se tromper. Pour ça, il faut mesurer. Il faut avoir les logs du GC pour savoir quand est-ce qu'il se déclenche et pourquoi. Être capable de dire « j'ai passé tant de temps dans le GC, j'ai été interrompu au maximum tant de temps ». C'est un problème, c'est pas un problème. Alors si vous faites de la latence, par pitié, faites pas des moyennes de latence, faites des percentiles. Sinon ça ne représente pas du tout ce que vous avez dans la vraie vie. Et un conseil qui va faire un peu grincer des dents, avoir une JVM récente. Parce qu'en fait, les GC ils sont mis à jour à chaque version. Alors ça ne veut pas dire que vous compilez. Je veux dire, vous pouvez compiler en 21 et tourner en 25, ou en 26 qui va venir, vous n'êtes pas obligé d'avoir migré toute votre base de code, etc. Mais plus vous aurez une JVM récente, plus vous aurez gagné des perfs. C'est-à-dire vous prenez le même exécutable, vous le mettez sur une JVM plus récente, vous allez aller plus vite grâce au GC. Bon, on m'écoute parler de perf, mais ce qu'on veut, c'est les flags magiques. Ce qu'il faut mettre, ce que... Ouais, non mais je sais, c'est ça qu'il faut mettre et ça ira bien. Donc ça, c'est un peu long, vous le retrouverez sur les slides après. Ça, c'est juste pour avoir les logs du GC. Savoir quand est-ce qu'il se déclenche, pourquoi, etc. Ça, c'est bien pratique. Les deuxièmes choses, ça vous le faites probablement déjà, mais il faut configurer la mémoire minimum de la heap et la mémoire maximum, et le mieux, c'est de mettre la même valeur. Parce que comme ça, le GC, il n'a pas à se dire « est-ce que je ne rendrai pas de la mémoire à l'OS à ce moment-là ?» Et du coup, essayer de compacter différemment pour pouvoir rendre... Non, on fait mon process dans mon environnement Docker, et on lui donne temps, il attend, et puis voilà, go. Donc XMS, XMX, vous les setez, mais à la même valeur. Après, il y a un autre flag, que d'ailleurs on se demande pourquoi ce n'est pas choisi par défaut. Celui-là, il va dire au noyau, donne-moi des gros bouts de mémoire quand je te demande de la mémoire. Alors, gros bouts, on s'entend, hein, c'est des gros bouts de 2 mégas. Voilà, c'est mieux que des petits bouts de 4 kilooctets d'affilée.
Mais surtout, votre processus, quand il tourne, en fait, il a sa mémoire du processus, mais qui n'a rien à voir avec la vraie mémoire dans la RAM. Donc il y a une table de mapping pour les adresses mémoire. Et vous vous doutez bien que si vous avez plein de petites zones, ben la table de mapping, elle est plus grande que si vous avez des grandes zones. Le dernier flag dont je vais vous parler, c'est Always Pre-Touch. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, au lieu de faire comme la JVM, il dit, bon bah, j'aurais besoin de 16 gigas s'il vous plaît, il va dire, je veux maintenant les 16 gigas. Ça a l'inconvénient que le boot est légèrement plus lent, parce que pour de vrai, on réserve la mémoire maintenant. Ça a l'avantage qu'on s'assure que c'est continu et que c'est prêt dès qu'on en a besoin. Après, pour tourner en run, si le init de notre Docker container il est un peu plus long, c'est pas forcément gênant. Si au final, quand ça tournera, quand on aura dit que notre pod il est prêt, on ira plus vite. Ça, c'est les flags magiques. Mais pour revenir sur ayez une JVM récente, je vais vous parler du futur, là où on va. Le futur, c'est plus de throughput sur G1. Alors c'est JDK 26 dans un mois. C'est pas négligeable, ils ont amélioré entre 5 et 15% en fonction des applications le throughput. Ils l'ont amélioré au point qu'ils se disent on va pouvoir remplacer Serial GC sur les petites plateformes. Bah ouais, parce que on a un throughput qui est quasiment équivalent sur les petites plateformes au Serial GC. Par contre, en latence, on est tellement mieux. Go! Après, ils vont faire des choses. Ils ont dit, ouais, on va booter ZGC plus rapide. Alors, comment ils se sont dit ça? On a dit, ouais, on va prendre la mémoire, on va lui demander des blocs de 2 mégas en parallèle de on alloue. On va dire, ouais, on va avoir un thread qui demande les blocs de 2 mégas. Et en faisant ça, ils se sont dit, mais ça, si on transforme un peu cette idée, on peut arriver à un dimensionnement automatique de la heap, où on n'a plus besoin de mettre les flags XMS, XMX, qu'il se dépatouille tout seul pour savoir où est-ce qu'on est dans notre application. Est-ce que là, on a une grosse contention mémoire, donc on va dépenser un peu plus de CPU, ou est-ce que là, au contraire, ça va, donc on peut se permettre d'utiliser la mémoire et de baisser notre utilisation CPU. Donc ça arrivera sur G1 GC. Comme je vous dis, en fait, ils vont inventer des trucs, ils vont avoir de nouvelles idées et ils vont les répliquer sur les autres GC. Mais tous, de même serial, qui est dit, il ne va plus être par défaut. Il ne va pas être supprimé. Il est toujours là. Il a toujours ce cas d'utilisation. Et donc, pourquoi Java? Ils ont plusieurs JVM, plusieurs GC. C'est qu'en fait, il y a des cas d'usage qui sont différents. Ce qui n'est pas le cas des autres langages. JS, ça va être soit dans le browser, soit sur le serveur, mais en fait, les cas, ils vont être toujours à peu près identiques. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix dans le GC. Pareil pour Python, pareil pour ces autres langages, où en fait, il y a moins besoin d'être capable de dire « Ah non, mais moi, je veux plus de la latence » ou « Moi, je veux plus de throughput parce que… » Voilà. Si jamais ça vous a passionné et que vous voulez aller plus loin, il y a ce guide qui est super de Oracle, qui est en fait, ils le mettent à jour à chaque version. Ils expliquent comment tuner vos GC. Alors, moi je recommande juste de choisir le bon et de s'arrêter là, parce que un flag que vous allez setter, dans 2 ans, ça se trouve, il va vous tuer vos perfs et vous vous en serez pas rendu compte. Tandis que si vous ne le mettez pas, bah, il ne vous embêtera pas. Si vous voulez comprendre les GC un peu plus, il y a ce super blog d'un Thomas Scholz, aucune idée de comment on prononce son nom. Il travaille chez Oracle. Et vous voyez, à chaque version du GC, il dit c'est quoi les nouveautés dans les garbage collectors. Bon, des fois, il a un peu de lag pour expliquer, mais ce que je veux dire, regardez, Java 25, on a quand même amélioré Serial GC. Il y a des choses, même les vieux GC sont améliorés. Donc quand je vous dis, mettez à jour pour gagner des perfs, c'est vraiment pas une blague. Je sais qu'il y a de la résistance en disant, oh, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais encore une fois, le JDK que vous utilisez pour compiler, ce n'est pas forcément le même que vous utilisez pour tourner. Voilà, c'est tout. Je vous ai bien éclaté les cerveaux.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis allé un peu vite, donc il y a plein de temps pour les questions. Ou alors plein de temps pour partir. Oui. Complètement. Alors la question c'est, est-ce qu'on choisit le GC indépendamment de la distribution? La distribution de la JVM, que ce soit une Zulu, une Coreto, etc. Absolument. C'est totalement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le GC, tous proposent les mêmes GC. Alors, ce n'est pas exactement vrai. Si vous prenez celle qui est payante de Azul, vous aurez C4, qui est un autre GC, mais personne paye sa JVM, en fait. Donc voilà. Non, sinon, vous les avez partout. Les GC ont souvent été, notamment Shenandoah, il a été genre introduit en 11, mais il a été backporté en 8. Si malheureusement vous êtes bloqué en 8 et que vous avez quand même besoin de la latence, Shenandoah a été backporté. Après, aller dans les JVM récentes, parce que par exemple ZGC et Shenandoah, ils ont commencé par les faire non générationnels parce que c'était plus simple à coder, on va pas se leurrer, et après ils ont rajouté la génération, et ZGC l'a fait avant Shenandoah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je raffiche le slide des flags magiques à mettre dès lundi matin en prod? Eh bien, merci beaucoup.